C'est l'une des opérations les plus audacieuses de toute l'histoire de la guerre moderne. L'invasion de la Norvège et sa transformation Vous avez vu ça? en une super forteresse. Ça me donne la chair de poule. Les côtes norvégiennes, longues de 2400 km, se couvrent de blocos, de batteries lance-torpilles et de bases sous-marines censées empêcher une invasion alliée. C'est un bâtiment gigantesque. 400 000 soldats allemands sont expédiés vers le nord pour tenir le pays Un endroit très inhospitalier. et combattre la Russie soviétique sur le front arctique. La Norvège sera la zone décisive dans cette guerre. Hitler a toujours été un risque-tout. Mais la Norvège est son plus gros coup de poker. Voici l'histoire Difficile de faire mieux. de la forteresse arctique d'Hitler. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Ne vous arrêtez pas. 4 février 1944. Au nord du cercle arctique, cela fait 3 ans que le chasseur alpin Gerd Klöver est engagé dans la guerre contre les soviétiques. Ça ne doit plus être très loin. Une guerre dont il pensait qu'elle ne durerait que quelques mois. Il correspond régulièrement avec sa femme, enceinte de leur premier enfant. Ma chère Mats, nous marchons vers la ligne de front, l'ennemi. 2 mondes s'affrontent ici pour le droit d'exister. Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien. Je serai bientôt de retour. Sur le front arctique, l'armée rouge menace les défenses allemandes. Sous le feu incessant d'un ennemi 2 fois plus nombreux, Klöver et ses hommes luttent pour leur vie. Ils sont trop nombreux. Il faut se mettre à couvert. Suivez-moi. Allez, viens. En tant qu'officier de son unité, il est la principale cible des fusils russes. Aujourd'hui, il reste partout en Norvège des vestiges de l'occupation nazie et des combats contre les soviétiques. L'archéologue Tony Pollard, spécialiste des sites militaires, se trouve dans l'extrême nord du pays pour explorer une immense structure taillée dans le flanc d'un fjord. Voici ce que je suis venu voir. Une batterie lance-torpilles qui couvrait toute cette zone. Un danger fatal pour les navires qui arrivaient. C'est un bâtiment impressionnant. Il est niché dans la falaise et se fond parfaitement dans l'environnement. C'est curieux, ça fait penser à une maison de millionnaire. La façade est criblée d'impacts laissés par les attaques de l'aviation russe. Les torpilles sont généralement lancées à partir d'un sous-marin. En Norvège, les Allemands construisent des installations pour pouvoir en tirer depuis la terre. Le paysage est spectaculaire. C'est saisissant. Regardez. Un chantier abandonné. Ils ont revêtu la roche de béton. Et vous voyez ça? C'est une toile goudronnée pour l'étanchéité. Et par-dessus, ils ont posé cette voûte en briques. Mais ils se sont arrêtés ici et ils sont partis. Les Allemands ont plié bagages hâtivement. Et ceci est le témoignage archéologique de ce moment précis. Cette pièce est la partie active de l'installation, le canon du fusil, en quelque sorte. C'est ici que le tube lance-torpille était posé sur ce grand support tout au bout et lançait sa torpille vers le navire ennemi. Voici quelque chose qu'on voit rarement. Des impacts laissés par des balles entrées par cette ouverture. C'est fou. Les preuves matérielles d'une attaque. Je dois dire que j'ai déjà vu des constructions plus grandes que celle-ci.
Mais pour ce qui est de l'emplacement, difficile de faire mieux. C'est spectaculaire. L'histoire de la forteresse norvège d'Hitler commence en décembre 1939. Les nazis ont déjà annexé l'Autriche et la Tchécoslovaquie et envahi la Pologne. En réaction, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne, mais les hostilités n'ont pas encore débuté. Hitler et ses généraux planifient la prochaine manœuvre. Attribuant l'échec de la Première Guerre mondiale à l'absence de bases navales stratégiques, ils veulent s'assurer un accès au littoral atlantique et la Norvège en possède 2400 km. Nous sommes sur le point d'écrire l'histoire. La question est, que vont faire nos ennemis à présent? La Norvège nous offre les bases navales dont nous avons besoin. Il est possible que la Grande-Bretagne s'en empare si nous ne le faisons pas. Suggérez-vous que nous les occupions, Raider? Oui, mon Führer. Alors c'est décidé. La Norvège sera la zone décisive dans cette guerre. Les jours qui passeront avant que l'occupation soit totale m'occasionneront la plus grande tension nerveuse de ma vie, mais je suis certain de la victoire. Le soir du 9 avril 1940, baptisé Jour Weser, 9000 soldats allemands envahissent simultanément le Danemark et la Norvège. Le Danemark capitule en seulement 3 heures, et la quasi-totalité de la flotte allemande attaque les 6 principaux ports norvégiens. Dans l'extrême nord, Narvik, le plus stratégique d'entre eux, est pris. La moitié des importations allemandes de minerais de fer y est transportée en train depuis la Suède pour alimenter la machine de guerre nazie. La Grande-Bretagne et ses alliés envoient un vaste corps expéditionnaire naval contre les forces d'occupation allemandes. L'invasion de la Norvège est un énorme pari pour Hitler. Il engage une bonne partie de la Kriegsmarine, encore relativement réduite, dans une opération qui va l'exposer à la pleine puissance de la Royal Navy, alors la plus importante au monde. Il s'ensuit l'une des plus grandes batailles navales de la Seconde Guerre mondiale, qui voit les Allemands et les Britanniques s'affronter pour le contrôle des fjords autour de Narvik. L'historien militaire Mike Pavelek est dans le nord de la Norvège, à la recherche de l'épave d'un navire allemand échoué lors des combats pour cette ville portuaire cruciale. Elle devrait être en vue. La voilà, je la vois. La coque rouillée du Georg Thiele. Piégé au fond d'un fjord, le destroyer de classe Z2, Georg Thiele, est en feu et prend rapidement l'eau. Le capitaine a décidé de s'échouer pour que l'équipage puisse sortir. Le navire avait été tellement endommagé par la Royal Navy qu'il allait couler s'il ne faisait pas débarquer tout le monde. Sur le dessus, on dirait que c'est la partie qui a percuté les rochers. Avec le temps, le bateau est un peu redescendu et s'est retourné. À moins que ce ne soit les dégâts de la bataille. On ne voit qu'une petite partie, peut-être 12 ou 15 mètres, de ce navire de 120 mètres. Le reste disparaît vers le fond du fjord, qui devient vite très profond. Les épaves, c'est passionnant. On a envie de comprendre comment et pourquoi elles ont fini comme ça. C'est génial. Je n'aurais jamais rêvé l'approcher de si près. On voit une pierre arrachée lors de l'échouage. On remarque plusieurs techniques d'assemblage, la soudure à l'arc et le rivetage, qui maintiennent l'ensemble. C'est l'un des 10 destroyers allemands perdus pendant la bataille de Narvik, dont 4 dans ce seul fjord. L'héroïsme du capitaine, à qui Hitler décernera la croix de chevalier, lui permet de sauver plus de 300 de ses hommes. Mais en seulement 4 jours et 2 grandes batailles, la moitié des destroyers dont dispose l'Allemagne coule à Narvik. C'est un désastre pour la Kriegsmarine. Le plus gros pari d'Hitler, conquérir la Norvège et s'emparer de ses ports atlantiques,
risque d'échouer avant d'avoir commencé. Le port norvégien de Narvik a vu l'une des plus grandes batailles navales de la Seconde Guerre mondiale. Les opérations se déplacent maintenant de la mer à la terre ferme. Des chasseurs alpins et parachutistes allemands, ainsi que quelques 2500 marins rescapés, prennent pied sur la côte. Largement dominés en nombre par 25 000 soldats alliés et 10 000 combattants norvégiens, ils doivent cependant battre en retraite en abandonnant le port et son chemin de fer, essentiel pour le transport du minerai de fer. Ils se replient vers l'intérieur des terres, commandés par l'un des généraux préférés d'Hitler, Edward Dietl. Dietl est un personnage très intéressant. Un militaire de carrière, courageux, tenace et fin tacticien. Il est le premier commandant des Gebirgsjäger, les chasseurs alpins. La figure emblématique de l'armée allemande. Un vrai soldat auquel Hitler aime s'identifier. Messieurs, ceci sera notre plus grande épreuve d'endurance. Survivre dans ces montagnes requiert une vigilance constante. Les divisions doivent venir de ce côté. Nous devons au Troisième Reich de ne pas montrer la moindre faiblesse. Lieutenant, les premiers ravitaillements sont-ils arrivés? Non. Tenez-moi informé. Bon, encore une fois. Le 10 mai 1940, Hitler lance une offensive éclair contre la France. Les troupes alliées en Norvège doivent repartir pour soutenir les Français. Laissé pratiquement sans défense, le gouvernement norvégien fuit le pays. L'armée allemande profite de l'occasion pour reprendre Narvik. Le 10 juin, la Norvège finit par s'incliner devant le Troisième Reich et devient l'avant-poste le plus septentrional du nouvel empire d'Hitler. L'Allemagne va désormais protéger l'atout le plus précieux du pays, ses bases maritimes. Mais la côte, 101 000 km si l'on compte les échancrures des fjords, est bien plus difficile à défendre que le Führer ne l'avait imaginé. Et malgré leur retrait de Norvège, les Britanniques sont déterminés à mettre à mal sa nouvelle colonie arctique. À l'été 1940, Winston Churchill déclare qu'il veut mettre le feu à l'Europe, c'est-à-dire susciter l'insurrection, favoriser la résistance, mener de petits raids. Dans les îles Lofoten, des commandos britanniques attaquent les usines d'huile de poisson dont se servent les nazis pour produire de la nitroglycérine, indispensable pour la fabrication d'explosifs. Le premier raid dans les îles Lofoten a montré à Hitler que la Norvège était un pays vulnérable, extrêmement difficile à défendre, et que pour que cette défense tienne, il fallait augmenter massivement les troupes sur place. Il a donc lancé un immense projet de construction. Hitler ordonne l'édification de 160 nouveaux bunkers sur les côtes, afin de protéger les bateaux qui transportent de précieuses ressources à destination de l'Allemagne. Mais du fait de la topographie, ces fortifications s'avèrent parmi les plus difficiles à bâtir de tout le Troisième Reich. Il y a énormément de littoral à protéger, avec beaucoup d'anses, de fjords et de montagnes. Il n'y a presque pas de route. Beaucoup d'endroits ne sont accessibles qu'en bateau. C'est un défi colossal. Malgré les difficultés, les nazis parviennent à élever en Norvège certains des plus gros ouvrages construits durant la guerre. Je suis à Harstad, dans le nord de la Norvège, bien au-delà du cercle arctique. C'est passionnant. Cet endroit est une gigantesque batterie côtière allemande. Cette batterie d'artillerie comprend 4 énormes canons conçus à l'origine pour équiper les navires de guerre. Voici le cœur du complexe. Des rails, des wagonnets. Ça laisse penser qu'il y a quelque chose de vraiment grand plus loin, non? Oh la vache! Regardez ça! C'est absolument monumental. Avec son calibre de 406 mm et son tube de 21 mètres de long,
Ce type de canon est surnommé Adolf. J'ignore quel mot pourrait exprimer ces dimensions. Il pouvait tirer un obus à 56 km. Filant à 1000 mètres par seconde, les obus peuvent atteindre une hauteur maximale de 22 km et rester en l'air pendant 2 longues minutes avant de frapper leur cible. Voilà qui est stupéfiant. Si une chose peut rendre compte de la taille de cette arme, c'est cette pièce. C'est le cœur du canon. L'obus a été monté sur ce chariot et il suffit de le faire rouler. Regardez, avec un seul doigt. Incroyable. Je le mets en place. Ça, c'est la cuirasse. Il y a un destroyer britannique au large. On m'a transmis les coordonnées pour l'angle de tir et je dois régler le tube. Regardez. C'est un vrai canon allemand de la Seconde Guerre en état de marche. Et on peut difficilement trouver plus gros. Honnêtement, ça me donne la chair de poule. Ceci, croyez-le ou non, c'est le mécanisme de mise à feu. Un bout de métal et une poignée en bakélite. J'appuie là-dessus. Tous les grands chantiers nazis font appel au travail forcé, et cet endroit ne fait pas exception. Des milliers de prisonniers de guerre sont amenés ici pour les travaux. Entre les mauvais traitements, le manque de nourriture et de vêtements, le froid et la neige, ça devait être cauchemardesque. Des centaines d'entre eux sont morts. Et vous savez quoi? Ces canons n'ont jamais tiré un seul coup. C'est un immense gâchis de temps et d'argent, de ressources et de vies humaines. Outre le contrôle des ports, l'occupation de la Norvège offre à Hitler un autre avantage stratégique. Limitrophe de la Russie au nord, le pays va devenir l'une des bases d'où sera lancée une campagne parmi les plus audacieuses de la guerre. L'invasion de l'Union soviétique. Berlin, le 21 avril 1941. Le général Edward Dietl, commandant des divisions de chasseurs alpins en Norvège, est convoqué pour préparer l'invasion prochaine de l'URSS. Après l'avancée des troupes allemandes vers l'Est, Hitler veut qu'ils préviennent une contre-attaque russe dans l'extrême nord. Contrairement à d'autres généraux, Dietl est connu pour oser parler sans détour au Führer. Si les Russes lançaient une offensive dans cette zone, cette région qui est riche en minerais serait vulnérable. Vous devez prendre le port de Mourmansk et mettre un terme à cette menace. Mon Führer, mes hommes n'ont jamais combattu dans la toundra arctique. La victoire est loin d'être certaine. La tâche ne sera pas aisée. Le terrain difficile, le climat rude, la résistance farouche des Russes. Mais, Dietl, vos chasseurs alpins sont les meilleurs d'Allemagne. Bien sûr, mon Führer, nous ferons notre possible. Excellent. Mon Führer. Le 22 juin 1941, l'Allemagne attaque l'Union soviétique. Plus de 3 millions de soldats de l'Axe envahissent le pays sur un front large de 2900 km. Dietl lance ses troupes contre le port russe de Mourmansk et son chemin de fer stratégique, qui permet d'approvisionner le reste de l'URSS au sud. Hitler envoie des dizaines de milliers d'hommes supplémentaires vers le nord pour protéger sa forteresse Norvège et appuyer les troupes de Dietl. Parmi eux, il y a le chasseur alpin Gerd Klöver. Après des semaines de trains et de bateaux à travers la Suède et la Finlande, sa division n'a toujours pas atteint sa destination finale. J'ai l'impression qu'on voyage depuis une éternité. Il n'est pas autorisé à révéler où il va dans ses lettres à Mats, sa femme. Mais il contourne la censure en soulignant légèrement les lettres qui composent le nom du lieu. Mats en déduit que Gerd est en route pour le port de Kirkenes, en Norvège du Nord.
À 16 km seulement de la frontière soviétique, sur la mer de Barents, Kirkenes est l'un des endroits les plus inhospitaliers et reculés de la ligne de front. Ce port libre de glace toute l'année, grâce au Gulfstream, permet à l'armée allemande d'être constamment réapprovisionnée. C'est aussi une base d'où attaquer Mourmansk. Plus à l'ouest, le programme de fortification lancé par Hitler sur les côtes norvégiennes se poursuit. Pour défendre la Norvège, il ne faut pas seulement envoyer des troupes, mais aussi bâtir des fortifications. Le mur de l'Atlantique, qui s'étend du cercle arctique jusqu'aux Pays-Bas, à la France et à l'Espagne, est au centre de la stratégie d'Hitler pour défendre l'Europe contre une offensive menée par l'Ouest. En 1941, Hitler autorise la construction de vastes bassins sur la côte pour protéger les plus de 240 sous-marins qui opèrent à partir de la Norvège. Mike Pavelek explore une base sous-marine à Trondheim, ville dont Hitler entendait faire un puissant bastion militaire peuplé de centaines de milliers d'Allemands. C'est un bâtiment gigantesque. Regardez sa hauteur et sa longueur. Pendant la guerre, Trondheim était une petite bourgade, avec surtout des maisons en bois, et voilà que les nazis arrivent et bâtissent ces immenses structures. La vache! Ce mur intérieur fait au moins 2 mètres d'épaisseur. Il est construit en plusieurs parties assez grossières, et les murs extérieurs sont au moins 2 fois plus épais. C'est monumental. Voici ce que je cherchais. C'est stupéfiant. C'est le bassin qui servait à abriter et réparer les sous-marins. Le sous-marin entrait à l'intérieur, on fermait l'écluse, on vidait l'eau et on pouvait travailler à sec juste ici. Faire de Trondheim la plus grosse base navale allemande d'Europe du Nord devient l'un des projets les plus chers à Hitler. Baptisé Dora, l'ensemble comprend une première structure, Dora 1, qui accueille la 13e flottille de sous-marins de la Kriegsmarine. Dora 2, bâti à côté, comprend 2 bassins à flot et 2 cales sèches. Les Norvégiens ont dit aux Allemands qu'il était insensé de construire ici à cause de la vase et du terrain mouvant. Les Allemands ont donc fini par planter d'énormes piliers en acier dans la vase pour essayer de stabiliser l'ouvrage. Et ils ont construit le bassin en plusieurs parties pour qu'elle puisse bouger très légèrement sur ce sol mou. Mais on voit des fissures dans le béton entre ces grandes sections. Il est possible qu'un jour tout cela s'effondre dans l'océan. Russie, hiver 1941-1942, l'un des plus rigoureux jamais enregistrés. Sur tout le front soviétique, des soldats allemands meurent de froid. Dans l'extrême nord de la Norvège, la situation est encore pire. Les pertes s'accumulent et le général Dietl enterre ses hommes avec une régularité alarmante. L'intérêt d'Hitler se tourne vers un autre atout de la Norvège. Il pense que les ressources du pays peuvent l'aider à fabriquer une bombe atomique capable de lui faire gagner la guerre en quelques secondes. Printemps 1942. Malgré les pertes sur le front russo-norvégien, la construction de la forteresse arctique d'Hitler continue. Les principaux ports ayant été fortifiés, l'attention passe de la domination des mers vers le contrôle du ciel. Quand les Allemands envahissent la Norvège en 1940, elle ne possède que 6 terrains d'aviation. Ils en bâtissent 50 de plus pour pouvoir lancer des raids en mer du Nord et dans le nord de l'Atlantique Nord et attaquer les convois alliés qui se rendent en Russie. Mais ils ne se contentent pas de construire des bases aériennes et des fortifications géantes. Les troupes basées dans le pays doivent être prêtes à faire face à une possible invasion alliée. On aménage donc aussi de grands camps d'entraînement militaire.
James Holland explore un ancien champ de tir pour chars édifié en secret à l'écart de la population civile. Je suis dans une forêt près du principal terrain d'aviation d'Oslo. Il y a quelque chose là-bas qui a l'allure caractéristique des ouvrages nazis. Ces 7 murs en béton étouffent le bruit des tirs et fournissent une protection contre l'effet de souffle. Les tankistes s'exercent à tirer à travers les ouvertures sur la cible située au bout. On voit là où ils ont touché tout autour en manquant leur coup. Devant les efforts déployés pour bâtir tout ça, on a envie de demander, vous n'aviez pas des choses plus importantes à construire et auxquelles consacrer votre argent et votre temps que ces immenses champs de tir pour les Panzers? Je suppose que c'était ça la cible, ce tas de sable. Franchement, je n'ai jamais rien vu de pareil ailleurs dans le monde. Le bruit des tirs et l'isolement font de la forêt de Trandumskogen un lieu idéal pour d'autres dessins plus sinistres. Une tombe. Une autre là-bas. Il y en a partout. Tombe numéro 14. Encore une là-bas. Ce sont des fosses communes. Au total, 173 Norvégiens, 15 Russes et 6 Britanniques sont exécutés ici secrètement au cours de la guerre. En voyant ces espèces de dominos du champ de tir, on comprend pourquoi ils ont choisi cet endroit. En effet, le bruit des canons devait couvrir le crépitement des mitrailleuses ou des mitraillettes lors des exécutions. L'une des tombes contient les corps de plusieurs parachutistes britanniques capturés au cours d'un raid en planeur sur la centrale hydroélectrique de Vemork, près d'Oslo. Des résistants norvégiens ont découvert que, dans cette usine, les nazis ont fortement augmenté la production d'eau lourde, essentielle à la mise au point d'une bombe atomique. Le plan du commando britannique est de faire sauter la centrale et de détruire ses installations. Mais en raison du mauvais temps, le raid tourne au désastre. Les planeurs se sont écrasés avec les parachutistes à l'intérieur et les survivants ont été rapidement capturés, interrogés par la Gestapo et exécutés. Voici leur tombe. N'oublions pas. Oui, n'oublions pas. Avril 1942. Ni le froid ni les combats ne faiblissent sur le front nord, où l'Union soviétique et l'Allemagne continuent de se livrer une guerre sans merci. Après 10 mois d'affrontements et des gains territoriaux minimes, les troupes de Dietl jettent toutes leurs forces dans une poussée offensive pour tenter de prendre le chemin de fer de Mourmansk, car c'est par ce port que les Alliés réapprovisionnent les Russes. Entre juin 1941 et octobre 1942, ceux-ci reçoivent ainsi plus de 1200 avions, 2700 chars et 27 000 tonnes d'explosifs. Hitler se rend sur le front pour rencontrer Dietl et galvaniser ses hommes. Parmi eux, il y a le chasseur alpin Gerd Klöver. Cher Mats, aujourd'hui nous avons parcouru 50 km par un froid glacial. Beaucoup ont mal aux pieds. Nous sommes tous épuisés. Son seul réconfort, ce sont les lettres qu'il envoie à sa femme, Mats. D'écrire ces mots est très difficile. Nous n'avons qu'un petit feu de camp pour nous tenir chaud. Hier, la guerre est entrée dans sa 4e année. Qui aurait cru cela il y a 3 ans? J'espère qu'elle sera bientôt terminée et que nous pourrons enfin nous retrouver. Mais les Russes rassemblent un immense contingent. De nouvelles troupes progressent vers les lignes allemandes dans le but d'encercler la division de montagne de Klöver. Printemps 1943. Après presque 2 ans de combat, les Allemands n'ont toujours pas réussi à prendre Mourmansk aux Soviétiques.
Ils affrontent à présent une armée rouge renforcée. Si de vastes défenses ont été construites sur la côte atlantique, il y en a très peu sur la ligne de front avec la Russie. Le général Dietl ordonne à ses hommes d'improviser avec ce qu'ils ont sous la main. Allez, soldats! Allez! Continuez! Creusez, oui, bien. Comblez cette brèche. Si quelqu'un est capable de vaincre les Russes dans la toundra arctique, c'est bien cet homme qu'on surnomme en Allemagne le héros des neiges. Nous devons renforcer nos défenses. Et n'oubliez pas, la 3e division de montagne ne faiblit pas devant l'adversité. Utilisez tout ce que vous pourrez trouver. Dans toute la Norvège, 400 000 soldats allemands issus des 3 corps de l'armée occupent désormais les immenses fortifications bâties en prévision d'une attaque alliée. La forteresse glacée d'Hitler compte quelques 350 installations, parmi lesquelles des blocos, des batteries lance-torpilles, des terrains d'aviation et des bases sous-marines. Cette utilisation des ressources, à ce stade crucial de la guerre, alors que l'Allemagne se bat pour sa survie, est stupéfiante. N'oublions pas qu'à ce moment-là, ils affrontent les Soviétiques sur le front de l'Est. Ils se battent en Méditerranée, ils sont pressés de toutes parts. Un tel gaspillage de ressources, de main-d'œuvre et d'argent est tout simplement incroyable. Le programme de construction de fortifications côtières se déplace de l'Atlantique vers le littoral nord. Là, les batteries d'artillerie pourront protéger les bateaux allemands qui vont et viennent à partir de Kirkenes, mais aussi cibler les convois alliés qui apportent vivres et munitions aux soviétiques via Mourmansk. Au bout de ce chenal, il y a Kirkenes, une ville cruciale pour l'effort de guerre allemand. Là-bas, je peux voir la Russie, avec le port de Mourmansk, libre de glace toute l'année. Alors que la guerre s'intensifie, les Alliés alimentent l'effort de guerre soviétique avec leurs convois. Nous sommes ici sur le front Est, au nord du cercle arctique. Tony Pollard explore les vestiges de Kaiberg, qui a été le site fortifié nazi le plus important de toute la Norvège du Nord. Éparpillés sur tout ce plateau, on voit des piles de pierres formant des rectangles qui étaient des bâtiments. Ce sont les ruines de ce qui devait être pour les soldats allemands un endroit très inhospitalier. Il n'y a pas beaucoup de structures encore debout. Voici l'exception. À l'intérieur, il y a ces bouts de tubes en acier entrecroisés. Un autre indice, ce socle en béton, m'indique qu'à l'intérieur de cette construction, il y avait un radar Freya, qui tirait son nom d'une déesse norvégienne. C'était un système de détection allemand très efficace. Ce mur offrait une protection contre les bombes, mais aussi, j'imagine, contre le vent. L'immense site de Kaiberg abrite 700 hommes. Outre le poste de commandement et le radar Freya, il comprend 3 canons de marine de 280 mm destinés à pilonner les navires alliés, ainsi que des abris à munitions. Et il est défendu par 9 canons antiaériens, 10 postes de mitrailleuses et 3 canons anti-chars. Cette cuvette, aménagée au sommet du poste de commandement, accueillait un télémètre perfectionné, dont la fonction était de localiser les navires, d'estimer leur distance, leur trajectoire et leur vitesse, et de transmettre ces informations aux canons en contrebas afin qu'ils puissent viser leurs cibles. Mais la plupart de ces canons et de ces installations, qui ont nécessité tant d'argent, de travail et de ressources, ne seront presque jamais utilisés. Les Alliés se contentent simplement de faire passer leur convoi un peu plus au nord. Au printemps 1943, après une défaite écrasante à Stalingrad, l'armée allemande bat en retraite à travers la Russie.
Mais à la frontière russo-norvégienne, le face-à-face se poursuit et Gerd Klöver se retrouve au cœur de l'action. 80 mètres. Chargez. Nous avons tiré 1 millier d'obus contre les bolcheviks. Ils ont subi des pertes énormes. Environ 600 Russes sont morts devant ma position. Mais ils reviennent encore et encore. Près d'Oslo, la centrale hydroélectrique de Vemork est toujours aussi cruciale pour le programme nucléaire nazi. Quelques mois après l'échec du raid britannique en planeur, des résistants norvégiens parviennent à dynamiter l'unité de production d'eau lourde. En prévision de nouvelles attaques, Hitler ordonne le rapatriement du stock d'eau lourde en Allemagne par bateau. Mais une fois encore, la résistance a vendu projet. Des combattants norvégiens cachent des explosifs à bord du ferry et le font sauter avec son chargement. Hitler doit dire adieu à son rêve de se doter d'une bombe atomique pour gagner la guerre. En 1944, Hitler sait que les Alliés vont débarquer quelque part sur le continent européen. L'endroit le plus probable est le nord de la France. Mais les Alliés mènent une vaste opération de manipulation pour lui faire croire qu'ils vont aussi envahir la Norvège. Hitler exige donc que ce pays reste en état d'alerte maximale, ce qui fait bien sûr le jeu des Alliés, car il ne peut pas être partout à la fois. 6 juin 1944. Le mur de l'Atlantique est percé, mais non pas en Norvège comme le pensaient les Allemands. Le débarquement vient de commencer sur les plages de Normandie. La forteresse arctique d'Hitler reste l'une des dernières mégastructures d'un troisième Reich aux abois. Les rapports des services de renseignement montrent que les Russes sont en train d'envoyer des milliers d'hommes dans l'extrême nord pour venir enfin à bout des nazis. Hitler convoque Eduard Dietl, qui commande les troupes dans ce secteur, pour qu'il lui rende compte des derniers développements. Alors, Dietl, dites-moi, quel est votre avis sur la situation? Mon Führer, la guerre dans l'Arctique est à un point critique. Il faut plus d'hommes et plus d'armes immédiatement. Nous devons regarder la réalité en face. Sinon, tout est perdu. Merci, Dietl. Vous aurez vos renforts. Merci, mon Führer. Si seulement tous les rapports étaient aussi francs et honnêtes. La plupart de mes généraux sont trop timorés pour me parler aussi sincèrement. Si seulement ils étaient tous comme Dietl. C'est la dernière fois qu'Hitler voit l'un de ses derniers grands généraux. En rentrant de la Réunion, Dietl meurt dans l'accident de son avion. Le Führer prononce son éloge funèbre lors de funérailles d'État. Il est anéanti. Ses meilleurs officiers sont morts et la guerre semble perdue. Les batteries d'artillerie allemandes qui jalonnent toute la côte norvégienne sur 2400 km empêchent toute tentative d'invasion alliée. À l'extrême nord, près de Kirkenes, elle protège aussi les navires exportant les précieux minerais qui font tourner la machine de guerre nazie. Tony Pollard explore le poste de commandement de la batterie de Kaiberg, non loin de Kirkenes. C'est étroit. Allons voir par là. Ce bunker est enfoui sous la neige une grande partie de l'année. Aussi contient-il encore de nombreux objets. Il existe beaucoup de bunkers où il ne reste plus rien. Ni installation, ni équipement. Mais ici, je vois très clairement qu'il y avait 3 couchettes suspendues au plafond par des chaînes. C'est un peu exigu, mais fonctionnel. Et là, tout le confort moderne. Il y avait un emplacement pour une cuisinière, avec le conduit de cheminée. Cela montre que ce bunker semi-enterré était complètement autosuffisant.
Il était occupé 24 heures sur 24. Et voici le centre névralgique. C'est ici qu'on rassemblait toutes les informations sur la position des navires alliés. Et surtout des convois. Regardez par terre. Il y a des détritus partout. Ça, ce sont des batteries qui servaient peut-être d'alimentation auxiliaire pour le matériel radio. Près de Kirkenes, dans les combats acharnés pour prendre Mourmansk, les divisions allemandes affrontent désormais des troupes russes 2 fois plus nombreuses. Le jour de l'anniversaire de sa femme, Gerd Clover livre la bataille de sa vie. Ces hommes tentent désespérément de maintenir leur position face à une avancée soviétique massive. Ils sont trop nombreux. Il faut se mettre à couvert. Suivez-moi. Un tireur russe repère Clover alors qu'il essaie de se mettre à l'abri. Cher Mats Clover, j'ai le triste devoir de vous annoncer que votre époux bien-aimé, notre inoubliable camarade, est mort hier. Il était l'un de nos meilleurs officiers. Cette perte nous a tous profondément affectés. Gerd Clover est enterré sur le front russe avec les honneurs militaires. 8 mois plus tard, les soviétiques parviennent enfin à enfoncer les lignes allemandes dans le nord de la Norvège. Alors que ces hommes reculent, Hitler ordonne une politique de la terre brûlée, l'opération Aurore boréale. Tout ce qui pourrait être utile à l'ennemi est détruit. Le 25 octobre, après 4 ans d'occupation allemande, les Russes libèrent Kirkenes, dévasté par les bombardements alliés et les destructions des nazis. Plus bas, sur la côte, quelques unités allemandes continuent de résister jusqu'au 8 mai 1945, jour où l'armée du Reich capitule sans condition. Hitler appelait la Norvège la zone décisive. Et il y a envoyé des quantités d'hommes et de munitions et bâti d'innombrables infrastructures. Et s'il est vrai qu'il y a eu des combats dans l'extrême nord, la grande majorité des troupes d'occupation n'avaient rien à faire. Au bout du compte, tout cela n'a été qu'un gâchis monumental. L'invasion alliée attendue sur les côtes norvégiennes ne s'est jamais produite. L'incapacité d'Hitler à protéger son flanc est avec la Russie et à prendre Mourmansk a fini par entraîner la chute de sa forteresse arctique. Gerd et Mats Clover ont été mariés 3 ans. Mats a vécu jusqu'à l'âge de 95 ans. En 2012, en s'appuyant sur les lettres de Gerd, sa fille Gerda a écrit un livre sur le père qu'elle n'avait jamais connu.